Présent à Paris pour le sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne annoncé pour ce mardi, les dirigeants du G5 Sahel se sont rencontrés hier au cours d'un sommet qui a eu pour menu la transition politique au Tchad et la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel. Des élus locaux révoqués s'insurgent contre la mesure du ministère de l'administration territoriale qui instruit le remplacement des conseillers municipaux et régionaux dont le comportement porterait atteinte aux dispositions du code électoral. Face à la presse, ils estiment être victimes de règlements de compte. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Ils sont à Paris pour prendre part au sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne prévu pour ce jour 18 mai, événement en marge duquel les dirigeants du G5 Sahel ont tenu un autre sommet hier 17 mai. Les échanges ont principalement porté sur la transition politique au Tchad et la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel. Compte rendu de notre envoyé spécial à Paris, Wendata Nathalie Kaori. Le Tchad assure la présidence du G5 Sahel, mais c'est le président du Faso en tant que doyen des dirigeants de cette organisation qui préside ce sommet. C'est une concertation autour de la situation sécuritaire et politique au Tchad, ainsi que le processus engagé pour garantir une transition inclusive en attendant les futures élections dans ce pays. Mais au-delà du Tchad, c'est la situation sécuritaire actuelle dans l'espace G5 Sahel qui interpelle les chefs d'État. Malgré les opérations qui se sont déroulées avec le G5, la force Barkhane, les forces tchadiennes, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas véritablement encore réussi à donner une véritable estocade au terrorisme dans notre sous-région. Donc il y avait quand même nécessité de réaménager, de revisiter le mode opératoire que nous avons pour un peu plus d'efficacité sur le terrain. Et enfin, je disais, ça a été également l'occasion pour nous d'inciter le Tchad, puisqu'ils assurent la présidence, de pouvoir convoquer assez rapidement une réunion pour que les décisions les plus importantes puissent être prises de façon beaucoup plus officielle et solennelle. Juste avant la concertation entre dirigeants du G5 Sahel, le président du Faso, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA, a eu un tête-à-tête avec son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Au menu des échanges, la question de l'intégration et les autres défis communs aux deux espaces communautaires. Il vient pour désengorger le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le tribunal de grande instance de Ouaga 2, dans l'arrondissement 11, qui a coûté plus de 3 milliards de francs CFA, est inauguré ce matin par le Premier ministre. En plus de connaître des affaires ordinaires, ce tribunal contient un pool antiterroriste pour traiter des affaires en lien avec le terrorisme. Nous écoutons le Premier ministre au micro de Adama Guiti et Pascal Kané. Bien, je voudrais dire que ma présence à cette cérémonie d'inauguration du tribunal de grande instance Ouaga 2 est tout un symbole. Celui de donner un signal fort à l'ensemble du monde judiciaire de la volonté affirmée du gouvernement de travailler à la consolidation et au renforcement de l'état de droit dans notre pays. La justice en est un des piliers et un des piliers les plus importants. C'est pourquoi, au nom du président du Faso, j'ai voulu marquer par cette présence le soutien que nous apportons à l'ensemble du monde judiciaire. En mettant en opération ce tribunal aujourd'hui, qui a été créé par une loi de 2014, c'est pour montrer notre volonté de faire avancer la justice dans la bonne direction. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le monde judiciaire se trouve dans les conditions optimales pour rendre une justice à l'avantage des populations de notre pays. Nous allons y travailler. Nous allons faire en sorte que nous démultiplions les tribunaux en direction des autres provinces dans le souci de rapprocher la justice des justiciables.
Voilà plus de détails sur l'inauguration du tribunal de grande instance Ouaga 2 à suivre dans nos prochaines éditions. Le gouvernement veut encadrer l'utilisation des drones civils par une loi plus contraignante, cela pour des raisons de sécurité et de sûreté de l'État. Son projet de loi portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina a été adopté hier à l'unanimité des 125 votants. Qu'implique cette loi? Suivez ce compte-rendu de la plénière avec Bernard Kombilem et Draman Dadja. Le décollage, l'atterrissage et le survol de l'espace aérien burkinabé par un drone civil est désormais réglementé par la loi. Après examen et audition des différents acteurs sur ce projet de loi du gouvernement portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso, les parlementaires sont favorables, mais ils invitent le ministre de la Sécurité à mieux s'expliquer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour contrôler la prolifération des drones civils au Burkina. Oui, nous en avons. Ils sont tellement évolutifs, les drones sont évolutifs qu'il faut s'adapter. Et nous allons nous adapter, nous n'avons pas d'autre moyen que de nous adapter. Ce texte de loi, composé de 70 articles, répartis en 8 chapitres, est alors adopté à l'unanimité. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi, objet du dossier numéro 31 à l'unanimité. Il en est ainsi décidé. Nous sommes surtout fiers d'avoir des moyens pour protéger le Burkina, pour protéger les Burkinabés. Comme vous le savez que le drone, comme on l'a dit, c'est un moyen de collecte de beaucoup d'informations. Tout type d'informations, y compris bien sûr des informations à caractère militaire, caractère de la vie privée. Pour raison de sécurité et de sûreté de l'État, la fabrication, l'assemblage, l'importation, l'exportation, l'acquisition et le commerce des drones civils sur le territoire burkinabé doit être soumis à autorisation, qu'ils soient ludiques ou professionnels. Certains drones ont été importés sans autorisation, je veux dire c'est rentré frauduleusement. Après le vote de cette loi, nous allons tout faire, nous allons inviter ces personnes à venir s'enregistrer et à venir se déclarer. Pour l'heure, le nombre de drones civils existants au Burkina n'est pas encore connu, mais la traque aux drones va bientôt commencer, faute du ministre Hussein Compaoré. En attendant cette traque aux drones, le ministre de la Défense nationale est allé encourager les soldats des détachements de Seba dans le Yaga et de Deou dans l'Oudalan. Les forces de défense et de sécurité ont pu décrocher une accalmie dans ces zones. Notre reporter Draman Guinée a suivi les patrouilles de présence des FDS pour constater le retour de la vie et des activités à Seba et à Deou. Suivez. Seba, 30 km du Niger dans le Yaga. La zone vit une ambiance d'opération. C'est le capitaine Tassambedo, chef du détachement, qui dresse la situation sécuritaire au ministre d'État. La situation s'améliore ici. Tout le monde va à ses occupations paisiblement et les activités économiques ont repris normalement. La paix est de retour à Seba. Pour confirmer les informations, Chérif Si donne instruction de nous amener en ville à 1,5 km du camp. Un dispositif sécuritaire se met en branle dans les conditions d'une patrouille de présence, le quotidien des FDS. Mais avant, des précautions pour les soldats d'un jour. Gilet pare-balles pour tous, casque arboré et des consignes pratiques en cas d'incident. Seba, c'est la renaissance. Les FDS ont la confiance des populations. Elles le manifestent à chaque passage par des gestes d'encouragement. La ville est en mouvement, l'administration est présente. Les écoles ont rouvert, mais il est midi, c'est la pause. Les activités économiques sont relancées, le marché grouille du monde. On n'a pas interagi avec la population. Tout ça c'est compte tenu de vos délais. Sinon d'habitude si on sort comme ça, c'est pour minimum 3 à 4 heures de temps. Voilà. Mais compte tenu de vos délais, on a fait ça dans la foulée pour vous montrer à quel point la ville de Seba est animée. Ce n'est pas une ville morte dans la ville et il y a l'ambiance à Seba. Seba est libéré, mais aussi désenclavé. L'exemple palpable, c'est ce marché de bétail, l'un des plus importants de la zone. Les acheteurs viennent de divers horizons,
et repartent en toute sécurité. Il y a des gens qui viennent de Ouara, de Douri, qui viennent faire le marché et ils repartent. L'autre ville, jadis infestée, Déhou dans l'Oudalan, à seulement 40 km du Mali. Le détachement, grâce aux opérations, a reconquis la zone. Nous sommes à nouveau embarqués pour une immersion en ville. C'est lui, l'adjudant-chef Soulama, qui est le responsable de notre sécurité. La situation est déjà maîtrisée. Jusqu'à présent, depuis notre arrivée jusqu'à cette heure-là, on n'a pas reçu quelques trucs de la population ni de l'autre côté. Les patrouilles de ce genre, les hommes le font nuit et jour pour repousser l'ennemi, assurer les populations et sécuriser leurs biens. Mais trop de contraintes à Déhou, comme un peu partout dans le Sahel. La nature est hostile, les voies impraticables, le sable dicte sa loi. Les FDS s'y accommodent malgré la taille du rayon d'action. On a l'habitude de faire de longues patrouilles jusqu'à la frontière du Mali. Faites une patrouille de présence pour assurer la population et en même temps les assurer aussi que nous les protégeons. Nous retournons à la base, la satisfaction de Chérif Si. Mission bien accomplie selon le ministre de la Défense nationale qui encourage ses hommes à maintenir la pression. Aussi bien Seba que Déhou, vous avez vu que la vie est en train de reprendre, les activités sont en train de reprendre. Et tout ceci est le fruit d'un travail quotidien et continu qui est fait par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. La confiance s'installe, mais d'autres stratégies se développent sur le terrain pour améliorer la complicité armée-population. Des instructions sont données au FDS d'approfondir les approches avec les populations pour un objectif final, la création d'armées-nations. Dans un tout autre registre, après leur dernière rencontre en 2018, les 4 ministres en charge du secteur rural et les partenaires techniques et financiers reprennent langue. Pas plus que hier à Ouagadougou, s'est tenue la première session du cadre politique entre ces acteurs. Ils ont mené la réflexion afin de relever les défis liés à la réduction de la pauvreté, à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la lutte contre le chômage. Compte rendu de Rasmane Zondi et Oumou Sissé. Une rencontre autour des défis du secteur rural. Première de l'année 2021, entre les ministres du secteur rural et les partenaires techniques et financiers, cette rencontre est le cadre idéal pour faire le point des acquis et échanger sur les différentes priorités du secteur. Nous sommes en train de recruter le PNSR 2 et nous sommes en train de faire la programmation du PNSR 3. Et dans ce cadre-là, nous avons eu besoin de tenir ce qu'on appelle ce dialogue politique pour faire le point et donc prendre d'autres engagements. Également voir dans quelle mesure on peut financer donc, ce programme et voir dans quelle mesure l'ensemble des fonds qui existent là, comment on peut les améliorer pour concourir donc à l'atteinte des résultats. Le Burkina Faso peut ainsi compter sur l'appui des partenaires techniques et financiers qui ont montré leur disponibilité pour redynamiser ce cadre de concertation dont la dernière date d'il y a 3 ans. Nous avons la possibilité, lors d'une rencontre, de pouvoir parler à 4 ministères en même temps et avec l'ensemble des PTF qui parlent d'une même voix à travers le chef de file. Donc c'est vraiment l'occasion, je dirais, idéale pour pouvoir communiquer, pour pouvoir travailler. Il s'agit d'une séance de travail avant tout et de traiter des questions liées aux défis du monde rural en particulier et puis par rapport à des défis plus généraux au Burkina Faso. Des défis qui ont pour nom la réduction de la pauvreté en milieu rural, le chômage des jeunes et des femmes, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire et sanitaire. Une délégation du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, composée de responsables de médias d'État et des directeurs centraux, séjourne depuis hier à Dakar au Sénégal. Une visite de travail et de partage d'expériences entre les ministères en charge de la communication des deux pays. L'entrée en matière avec notre envoyé spécial à Dakar, Sanoua Christine Koulibaly.
Une communication sur l'organisation du département ministériel en charge de la communication, ses missions et ses priorités, une description du cadre juridique et institutionnel de la presse sénégalaise. Voici servir l'entrée en matière de la visite de travail de la délégation burkinabé au pays de la Teranga. Une visite pour mieux connaître, comprendre, mais aussi et surtout s'inspirer. Donc on a vu à travers ces différents échanges qui ont été très riches qu'à tous les niveaux il y a des chantiers. Et l'objectif de ces chantiers-là, c'est de pouvoir organiser le secteur, que le secteur soit assaini et que les différents acteurs qui vont sortir de cet amusage-là soient les acteurs qui puissent de façon professionnelle et responsable travailler à ce que les médias puissent apporter une contribution réelle, une contribution efficace au développement de leur pays. Mais nous avons également recueilli donc, des questions et de l'expérience aussi, donc très intéressantes de la part de nos collègues du Burkina, qui nous ont permis donc, de mieux cerner le secteur dans sa globalité, mais surtout dans sa diversité, puisqu'il y a des points qui sont pris en charge ici au Sénégal et que peut-être ne le sont pas du côté du Burkina. Et inversement, il y a des questions sur lesquelles vous êtes assez bien en avance et sur lesquelles nous aussi nous avons besoin de tirer profit et tirer expérience. Au nombre de ces questions, le développement des pôles régionaux de communication. Le Sénégal a affirmé être venu au Burkina Faso il y a quelques années pour s'inspirer de l'expérience de nos RTB de région. Et ils se sont donc basés sur le modèle burkinabé pour développer la déconcentration au niveau de la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Parallèlement, il y a des points assez importants qui sont abordés, la question de la valorisation des langues nationales, comment mieux valoriser ces langues-là à la radio, à la télévision, la question des contenus, notamment les séries télévisées, les documentaires, et c'est vraiment des échanges fructueux qui permettent à chacune des parties de tirer le meilleur de l'autre. Pour mieux tirer parti de cette visite de travail, la délégation conduite par Abanki Zida fera immersion dans le paysage médiatique sénégalais avec à son agenda des rencontres sectorielles et des visites terrain. Je vous le disais en titre, une mesure du ministère de l'administration territoriale instruit les gouverneurs, les hauts commissaires et les préfets de procéder au remplacement des conseillers municipaux et régionaux dont le comportement porte atteinte aux dispositions du code électoral. Sur le sujet, des élus locaux révoqués ont donné de la voix ce matin à Ouagadougou à travers une conférence de presse. Ils invitent l'État à arrêter le processus de remplacement des conseillers et à lever les sanctions qui planent sur ceux déjà révoqués. Alidou Badini et Abdelaziz Yadjoubou. On a voulu régler les comptes d'un certain nombre de personnes. Quand vous regardez la circulaire du ministre d'État, on a annexé derrière cette circulaire un certain nombre de listes par région. Ça veut dire que déjà, on a indexé des gens. Par la voix du maire révoqué de l'arrondissement 10 de Ouagadougou, Jérémy Sawadogo, les 800 élus locaux d'une quinzaine de communes touchées par la mesure du ministère de l'administration territoriale ordonnant leur remplacement expriment leur indignation. Ces conseillers régionaux, municipaux et maires sont incriminés pour violation des textes, pour actes d'indiscipline et nomadisme politique. Reproches qu'ils qualifient de non fondés légalement. Les élus locaux révoqués s'estiment tout simplement victimes d'abus de pouvoir et de règlement de comptes au moyen de l'appareil d'État. J'aurais aimé qu'à l'intérieur des partis politiques, qu'on puisse par exemple simplement constater que telle ou telle personne ne participe pas à ceci ou cela, ne contribue pas au sein du parti, ou bien a commis des fautes, et qu'on utilise la panoplie de sanctions qui sont prévues dans les statuts et règlements intérieurs des partis politiques pour demander des comptes aux militants. Brandissant l'argument d'un vide juridique en la matière, les élus révoqués appellent le gouvernement à lever les sanctions prises à leur encontre. Le gouvernement invente une notion qui n'existe pas dans le droit positif en la matière, la démission de fait. L'article 2238 du code électoral que le gouvernement veut prendre comme argument parle de démission libre et non de démission de fait ou de démission tacite. Est-il besoin de dire qu'il est très injuste de sanctionner un citoyen sur la base d'une notion qu'on a soi-même inventée? Que vaut la loi désormais au Burkina Faso si le gouvernement peut prendre des décisions aussi graves
que le remplacement d'un ONU local sur la base d'un vide juridique clairement identifié dès le départ. Les élus revoqués dénoncent une immixtion de l'État dans les affaires intérieures des partis politiques. Plaidant non coupables et prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, ils entendent user de leurs droits les plus légitimes et les plus légaux pour que justice soit rendue, mais aussi pour un retour à la normale dans les communes concernées. En page culture, des artistes comme Bill Akakura, Dobé Nyaouré, le Volta Jazz ou encore Bambino du Niger vous donnent rendez-vous du 28 mai au 5 juin prochain à Ouagadougou pour la 29e édition du Festival international Jazz à Ouaga. Pour en parler, le comité d'organisation était hier face à la presse. Adama Guiti et Amadou Marcelto. Une 28e édition éprouvée par la crise sanitaire, notamment le Covid-19, le Festival international Jazz à Ouaga se déploie cette année sur 2 sites dans la ville de Ouagadougou du 28 mai au 5 juin prochain. Pour cette 29e édition, nous avons concocté un programme de haut niveau, avec des artistes de haut niveau, dans 2 espaces principaux, à l'Institut français de Ouagadougou et dans la cour du FESPACO. Donc cette année, les 28, 29 et 30 mai, nous serons à l'Institut français. Ensuite, il y a une soirée off le lundi 31 mai. C'est une soirée avec les partenaires. Et du 1er au 3 juin, on est dans la cour du FESPACO, à partir de 20h30, pour une programmation aussi de taille. Et on revient les 4 et 5 juin à l'Institut français pour clôturer le festival. Un plateau artistique étoffé avec des artistes comme Bambino du Niger, Dobé Nyaouré de la Côte d'Ivoire, Afia Mala du Togo, Abiou Koté du Mali et Diababa du Bénin. Jazz à Ouaga 2021 rendra également hommage à des artistes burkinabés de renom. Nous avons 2 grands événements qu'on va célébrer pendant cette 29e édition. C'est la renaissance du Volta Jazz que nous invitons, qui va venir de Bobo du Lasso pour l'occasion. Donc vous venez de découvrir cet orchestre mythique des années 60. C'est aussi la célébration avec Bill Akakura, donc de ses 50 ans en musique pendant Jazz à Ouaga. En marge de cette 29e édition sous le thème Paix et cohésion sociale, le comité d'organisation prévoit pour la 2e fois une caravane dénommée la caravane musicale de la paix au Sahel en soutien aux personnes déplacées internes. L'ensemble musical des Amis Emma, chorale internationale de Ouagadougou, a organisé le dimanche dernier à Koudougou un grand concert de louanges pour la paix. Plusieurs chorales sœurs étaient sur scène aux côtés de Emma. On note aussi la présence de plusieurs autorités politiques et religieuses, dont le directeur de cabinet du président du Faso, des élus et l'évêque de Koudougou. Retour sur les temps forts avec Vincent Tchandrbergo. Chanter, louer le Seigneur pour ses bienfaits, tout en lui demandant de continuer à garder le Burkina sous sa protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. C'est là l'ambition de ce grand concert de louanges pour la paix, initié par l'ensemble musical des Amis de Jacob Daboué. C'est un beau concert. Toutes ces chorales qui se sont exprimées et on va dire le public qui a communié à la paix, à la louange. Ça, c'est la cohésion nationale, c'est le dialogue interreligieux qui gagne. Sur scène, la chorale internationale de Ouagadougou, avec à ses côtés des chorales catholiques et évangéliques sœurs qui déroulent et enchaînent les chansons dans son Balamnam de feu Abbé Robert Ouedraogo. On a bien chanté, je trouve. Et puis il y avait une joie avec les autres, une belle coordination. Je pense que c'était bien. Les différents intervenants à cette soirée saluent l'initiative et invitent les Burkinabés à cultiver la paix en tout temps et en tout lieu. C'est un appel qui est lancé à l'ensemble des Burkinabés. Lorsqu'on parle de réconciliation, lorsqu'on parle de paix, lorsqu'on parle de cohésion sociale, c'est-à-dire chacun d'entre nous doit avoir un acte à poser lorsqu'il s'y lève chaque matin. Et il y a une contribution
personnel, individuel qu'il doit avoir pour que tous ces éléments-là aient un contenu et soient effectifs pour notre pays. Parce que sans la paix, sans la cohésion sociale, aucun développement n'est envisageable. L'enthousiasme des chorales se détend sur le théâtre populaire de Koudougou et il est fort à parier que le public repart avec dans son cœur le sourire de la paix. La presse burkinabé braque ses projecteurs sur le sommet de Paris portant sur le financement des économies africaines suite à la crise sanitaire mondiale. Que peut-on vraiment attendre de cette rencontre internationale et de très haut niveau? Les journaux se livrent aux commentaires. Suivez la revue de presse de Vincent Tiendrebego. 400 milliards de dollars, c'est la scène à boire. Titre de Aujourd'hui au Faso à propos du sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui a lieu ce mardi dans la capitale française. 400 milliards de dollars, c'est le besoin de financement de l'Afrique pour se relancer économiquement. Dans quelle niche trouver ne serait-ce que le tiers de cet argent dans un monde en mort Covid-19, s'interroge le journal. Et quels pays seront prioritaires? Le sommet de Paris va donc esquisser le New Deal ou le plan Marshall qui devrait soulager les économies africaines. La France d'Emmanuel Macron, à l'initiative de ce sommet, est certes un partenaire commercial pesant de l'Afrique, mais il faudra compter avec la Chine, devenue incontournable sur le continent, pays créancier phare de nombreux pays africains. Dans cette tour de Babel, les Africains devraient parler d'un même langage pour faire des propositions par rapport à leurs dettes, souligne aujourd'hui au Faso. Une aubaine pour l'Afrique, commente Sidouaya. Aubaine pour les États africains de poser les véritables préoccupations qui inhibent l'économie du continent. Au-delà de la crise sanitaire qui ronge les économies, la plupart des pays africains ont toujours été à la recherche de mécanismes de financement de leurs économies pour le développement. Le sommet de Paris, qui réunit à la fois des chefs d'État africains et français et des hauts responsables européens et représentants d'organisations internationales, devrait alors accoucher d'importantes décisions, car la dette des pays africains s'est nettement envolée entre 2005 et 2019, passant de 100 à plus de 300 milliards de dollars américains, relève Sidouaya. Alors que peut-on attendre de concret? Le journal Le Pays se demande. L'initiative est noble, surtout par ces temps de disette et de vaches maigres. Les attentes du journal, c'est qu'après les résolutions qui seront prises, les différents partenaires au développement joignent l'acte à la parole sans se rechier à délier le cordon de la bourse le moment venu. Économie Covid cherche bouffée d'oxygène, écrit l'observateur Palga, et revoilà la bienveillante France au chevet de l'Afrique. Reste à espérer que le cas soudanais qui a servi d'apéro en attendant le plat de résistance soit un heureux présage, l'Hexagone ayant décidé hier d'annuler ses créances vis-à-vis du Soudan, soit une remise d'environ 5 milliards de dollars. Une fois encore, c'est Paris qui décide de notre sort, son de cloche venant de l'Express du Faso. Et pourtant, l'Afrique n'a pas besoin d'investissements étrangers pour se développer. Elle a tout, des ressources humaines aux ressources naturelles, sauf qu'elle souffre d'une sécheresse intellectuelle criarde, doublée d'un manque de courage politique, tel est l'avis du quotidien Bobolais. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. La version de l'information en langue nationale, c'est à partir de 14h. Bon après-midi à tous.